Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, on va parler de science et d'abord avec celui qui a remporté le prix de la personnalité internationale de l'année décerné par le Cerium, Radio-Canada et Le Devoir, le docteur Jacques Pépin, pour son livre Aux origines du sida. Et ensuite, avec l'anthropologue Gilles Bibeau, nous allons discuter de l'avenir de l'humanisme avec la progression de la génétique, de la capacité de changer l'humain, de le renouveler, peut-être même de le brancher son cerveau sur ordinateur. Où va l'humanisme? Pourra-t-il résister aux assauts de la technologie? C'est tout à l'heure avec Gilles Bibeau. Mais d'abord, aux origines du sida. Donc, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui la personnalité internationale de l'année qui a été choisie évidemment par le jury composé de membres du Cerium, du Nord-sur-Terre, de Radio-Canada, du Devoir et de plusieurs autres, le docteur Jacques Pépin. Bravo et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici, puis j'apprécie vraiment énormément cette distinction là, qui m'a été accordée par le Cerium et ses collaborateurs. Alors, nos auditeurs vont découvrir pourquoi vous avez été choisi à travers un groupe de très haute qualité, des gens à la fois en sciences économiques, les gens de Moment Factory qui ont fait des prouesses technologiques en termes de médias, Daniel Bellemare, le procureur spécial au Liban, et là j'en oublie Manon Barbeau, aussi du Wakiponi Mobile sur les Autochtones et des relations internationales qu'ils se font maintenant grâce aux vidéos. Alors vous, Dr Jacques Pépin, vous êtes infectiologue au département de microbiologie et des maladies infectieuses de l'Université de Sherbrooke. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Aux origines du sida ». Est-ce que la traduction française sera bientôt disponible? C'est un de mes projets. J'espère pouvoir y travailler dans la prochaine année. Si je le fais, ça serait probablement un petit peu différent de la version anglaise. La version anglaise était vraiment un livre académique qui s'adresse à des gens qui ont un intérêt pour les sciences. Alors, s'il y a une version française, j'aimerais ça négocier avec mon éditeur d'avoir plus accessible, plus de pages et de pouvoir, tout en gardant le même contenu scientifique, d'ajouter un certain nombre d'anecdotes qui permettent de mieux comprendre tel ou tel élément de l'histoire. Donc, c'est un projet pour l'instant. On va y revenir. Mais parlons de vous d'abord. Donc, vous êtes de quelle région du Québec? Moi, je suis originaire de Sherbrooke. De Sherbrooke même? Oui, j'ai grandi là-bas. Et qu'est-ce qui vous a mené à vouloir vous intéresser à la médecine et en particulier à l'infectiologie? Moi, c'est une longue histoire, dans le fond, d'amour avec l'Afrique et en particulier un pays qui s'appelait à l'époque le Zaïre. Donc, moi, comme étudiant en médecine, je suis intéressé pour toutes sortes de raisons d'aller pratiquer en Afrique. Et finalement, j'y suis allé 2 fois quand j'étais étudiant en médecine. Et d'où ça vient, le goût de l'Afrique? Probablement toutes sortes de raisons. Certainement un certain intérêt pour le type de médecine qu'on y pratique là-bas, l'impression qu'on est très utile, qu'on fait une différence dans la vie d'un grand nombre de personnes. Vous aviez un modèle, vous avez vu un film, vous avez lu un livre, vous avez un cousin, un oncle. Il y a quelque chose, là. Bon, l'origine de ça, je n'en suis pas certain. C'est sûr que le tout premier stage que j'ai fait là-bas, ça avait été organisé par un pédiatre d'origine belge, le docteur Fisch, qui travaillait à Sherbrooke à ce moment-là, qui avait lui-même travaillé au Congo pendant une bonne 12aine d'années. Et certainement que pendant les premières années, oui, effectivement, c'était un modèle pour moi. Et honnêtement, l'autre motivation, moi, j'ai fini ma médecine très jeune. Dans le fond, j'ai fini mon internat, j'avais 22 ans. Wow, c'est tôt. Et donc, il y avait aussi certainement le goût de l'aventure là-dedans. Et donc, c'est sûr que le Zaïre, qui est devenu la République démocratique du Congo, c'est un pays très attachant. Où la vie est pleine d'imprévus. Alors, le mot routine là-bas, ça n'existe pas. Et donc, éventuellement, j'y suis retourné donc pendant 4 ans. Une première année dans un hôpital à peu près à 2 heures de route de Kinshasa, puis ensuite 3 ans dans un autre hôpital
au nord-est de Kinshasa. Et finalement, en 1985, c'était certainement la décision la plus difficile de ma vie. J'ai décidé de revenir au Canada pour finir une spécialisation en infectiologie. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je voyais bien qu'à long terme, comme médecin généraliste en Afrique, les gens, il n'y avait pas vraiment de possibilité de carrière. Donc, je suis... Pourquoi pas? Les besoins sont immenses? Les besoins sont immenses, mais dans le cas du Zaïre, ils avaient à l'époque 3 facultés de médecine. Ils produisaient un grand nombre de médecins. Et bon, après, il y a un paquet d'autres facultés de médecine qui se sont développées. Donc, pour être capable d'apporter, mettons, sur le long terme, quelque chose aux pays africains, je voyais que c'était nécessaire d'avoir... Mais c'était la motivation. Comment puis-je aider au mieux l'Afrique? Donc, l'infectiologie vous semblait la voie la plus, utile. C'est ça, parce que les maladies infectieuses là-bas, c'est peut-être la moitié du fardeau des maladies. Et donc, je reviens au Canada, je finis ce qu'on appelle la médecine interne, je fais ma spécialisation en maladies infectieuses à l'Université du Manitoba. Et finalement, je suis retourné en Afrique, donc 2 années additionnelles, cette fois-là dans un centre de recherche du Conseil de recherche médicale de Grande-Bretagne. C'est situé en Gambie, donc un petit pays d'Afrique de l'Ouest, où dans le fond, là, j'ai appris à faire de la recherche. J'ai travaillé sur un virus qui s'appelle le VIH2, qui est comme le 2e virus causant le sida. Et bon, j'ai fait 2 ans là-bas, puis finalement, je suis revenu au Canada définitivement en 1990. Et pendant bien des années, après, j'ai continué à m'occuper de projets en Afrique de l'Ouest, surtout, et en Afrique centrale, des projets qui étaient financés par l'ACDI, et dans le domaine de la lutte contre le sida. Donc, surtout, le projet là, où j'ai été impliqué le plus longtemps, c'était au Ghana, donc un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis occupé du Togo aussi, qui est le pays voisin. Et là, on a monté tout un réseau de cliniques qui visait à donner des soins préventifs et curatifs aux prostituées de ces pays-là pour les amener à avoir des comportements plus sécuritaires en matière de transmission du VIH. Donc, je suis retourné en Afrique peut-être 25 ou 30 fois là, au cours de toutes ces années-là. Donc, vous travaillez sur le VIH-Sida comme des centaines, des milliers d'autres médecins à travers le monde. Le sida a fait l'objet d'un très grand nombre d'études, évidemment pour tenter de trouver un traitement, sinon un vaccin. On semblait avoir une littérature quand même relativement abondante sur le processus de développement du sida, sa transmission. Mais vous avez décidé à un moment que, je suppose, corrigez-moi, qu'on n'en savait pas suffisamment sur l'origine du sida et que vous alliez être celui qui alliez tenter de répondre à la question d'où ça vient exactement. Comment ça s'est passé, cette décision de vous plonger là-dedans? C'est toute une série de hasards, dans le fond, dans ma carrière qui m'ont amené à ça. Donc, je vous parlais du Zaïre tantôt. Pendant les années où j'étais là, moi, je me suis énormément intéressé à une maladie parasitaire là-bas qui est très fréquente, qu'on appelle la maladie du sommeil. Et j'ai continué à travailler là-dessus pendant 20 ans. Et bon, comme je vous disais, j'ai travaillé également sur le VIH2. Et un beau jour, c'est une longue histoire, mais un beau jour, j'ai compris que le VIH2, qui est un virus qui est resté limité à une petite partie de l'Afrique de l'Ouest, et ce virus est d'ailleurs en train de disparaître tranquillement, j'ai compris que c'était probablement non pas de la transmission sexuelle qui avait dominé dans cette partie-là de l'Afrique, mais que ça avait probablement été la transmission par les injections. Et comme moi, je connaissais beaucoup la maladie du sommeil, donc je pensais que c'était les injections soit pour le traitement ou pour la prévention de la maladie du sommeil. C'est-à-dire en tentant de guérir ou de prévenir la maladie du sommeil, on avait introduit par le vaccin le VIH2. Ce qui est arrivé, c'est que les traitements qui étaient disponibles à l'époque étaient des traitements qui n'étaient pas très efficaces. Pour avoir un effet thérapeutique, les médicaments étaient généralement administrés par voie intraveineuse.
Et donc, à l'époque, les médecins et les infirmiers ne connaissaient pas même l'existence des virus là, présents dans le sang, ni le VIH, évidemment, qui a été découvert plusieurs décennies plus tard, mais ni même les virus de l'hépatite. Donc, la stérilisation des seringues et des aiguilles qui étaient réutilisées d'un patient à l'autre, c'était pas très bien fait. Et en fait, dans beaucoup de circonstances, d'après ce que j'ai pu lire, on se contentait simplement de rincer la seringue et l'aiguille. Et donc, il y a eu le tout premier cas, en fait, de VIH-2. C'est comme pour le VIH-1, c'est probablement quelqu'un qui s'est infecté en manipulant de la viande de singe. Mais ensuite, et éventuellement, avec des collaborateurs en Afrique puis ici au Canada, on a fait une étude en Guinée-Bissau qui a démontré ça. Donc, il y a eu de la transmission de façon importante par le traitement, justement, de la maladie du sommeil et également, dans ce cas-là, par le traitement de la tuberculose qui nécessitait un très grand nombre d'injections. Et le VIH-2, on parle de quelle décennie? Dans le cas du VIH-2, c'est les années, disons, après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance du pays en 1974. Bon, donc, très bien. Alors, remontons à l'origine du sida, le titre de votre livre. Alors, nous, on a appris son existence au début des années 80, mais vous dites non. Si on remonte le temps, le fil du virus, c'est aux années 30 qu'il faut aller. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Alors, le virus du sida qui cause, disons, 99 des cas à l'échelle de la planète, ça s'appelle le VIH-1. C'est différent de celui dont je viens de parler. Celui-là, on est certain maintenant, sa source, c'est un chimpanzé d'Afrique centrale qui habite un petit nombre de pays, tous à l'ouest du fleuve Congo. On présume que le tout premier cas, celui qui a parti la pandémie, c'était probablement un chasseur. Les gens allaient dans la forêt pour attraper toutes sortes d'animaux. Une fois de temps en temps, ils tombaient sur un chimpanzé qui avait été attrapé dans un de leurs pièges. Et donc, on devait dépecer l'animal pour le ramener au village. Et on présume qu'à un moment donné, il y a un chasseur qui s'est probablement blessé en dépeçant l'animal et le sang du chimpanzé était en contact avec son propre sang. Alors, est-ce qu'on peut penser que le VIH-1, SIDA, était présent chez ces chimpanzés depuis des générations sans avoir fait le saut à l'humain? Absolument. Donc, le virus était présent chez les chimpanzés depuis probablement au moins 500 ans, peut-être un millier d'années même. Et c'est certain que... Et il ne leur est pas nuisible à eux? On a pensé ça pendant longtemps, mais on a appris il y a quelques années, en fait, que le virus était effectivement mortel chez les chimpanzés. Ça a à peu près les mêmes effets que chez l'humain. Et certainement qu'avant le premier cas dont je vous ai parlé, il y a eu d'autres chasseurs qui se sont infectés. Et le chasseur a peut-être transmis le virus à sa femme ou à ses femmes, si c'était un polygame. Et ces gens-là, dans leur village, sont morts du sida 10 ans plus tard et ça s'est terminé là. Donc, il y avait eu probablement avant ce qu'on appelle des impasses épidémiologiques. Alors, vers les années 1920-1930, là, maintenant, il y a un nouveau chasseur qui s'infecte. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a eu deux facteurs majeurs qui ont permis au virus de se disséminer avec succès. Et ces deux facteurs-là, en fait, sont reliés à la colonisation européenne de l'Afrique centrale. Donc, il y a eu la transmission par les injections. Et ça, en fait, c'était les colonisateurs, donc les Français et les Belges, qui se sont lancés dans des très grandes campagnes très ambitieuses pour réduire l'incidence de quelques maladies tropicales. Ils allaient dans les villages à tous les 6 mois, ils examinaient toute la population, c'était évidemment obligatoire d'y être présent. Et tous ceux qui avaient telle ou telle maladie étaient traités par une série d'injections intraveineuses qui étaient données dans le village même. Et là, c'est la seringue utilisée chez le chasseur ou sa femme ou son descendant, réutilisée sans être bien stérilisée à un autre africain, un autre malade de l'infection qu'on veut guérir. C'est ça. Et c'est par la seringue que... Exactement. Comme la transmission du VIH, disons, chez les utilisateurs de drogues intraveineuses qui partagent des
des seringues et des aiguilles. Donc, à partir de ce premier cas-là, il y a eu de la transmission dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Donc, vous nous affirmez, là, c'est pas dans un laboratoire du CIA, de la CIA ou du Pentagone. Ni du KGB. Ni du KGB. Non, bon, d'accord. Maintenant, on est alors, ils sont disculpés. Oui, officiellement. ça, je pense qu'on peut l'oublier. Okay. Et donc, le deuxième facteur dont je parle, une couple de chapitres du livre qui y sont consacrés, donc, ça a été l'urbanisation de l'Afrique centrale. Donc, le colonisateur a créé des villes. Et dans ces villes, pour surtout des raisons, en fait, c'était imposé par le colonisateur, il y avait un surplus important d'hommes par rapport au nombre de femmes. En particulier à Léopoldville, qui était la capitale du Congo belge, ce qui s'appelle Kinshasa aujourd'hui. Le colonisateur belge ne permettait l'entrée dans la ville qu'aux gens dont les services étaient nécessaires pour des entreprises privées ou pour des entreprises coloniales. Et bon, cette disproportion entre le nombre d'hommes et de femmes a entraîné évidemment le développement d'une certaine forme de prostitution dans les villes d'Afrique centrale. Et ça l'a permis aussi une certaine transmission sexuelle du VIH. Et ça s'est fait pendant plusieurs décennies à bas bruit. Les années 40, les années 40, les années 50. Et alors, en 1960, en fait, le Congo devient indépendant. C'est très rapidement le chaos. Il y a 2 provinces qui font sécession. Il y a une guerre civile. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent à Léopoldville ou à Kinshasa. Et alors, très rapidement, ça a changé le type de prostitution qui existait dans la ville. Donc, auparavant, les prostituées, c'était des femmes qui avaient 3 ou 4 clients réguliers. Chacun passait à son tour une fois par semaine. On leur fournissait des services assez diversifiés, qui incluaient évidemment des relations sexuelles. Et après 1960, là, à cause de la pauvreté incroyable qui s'est développée de façon très aiguë, bien là, le type de prostitution dans cette ville-là a changé. Et au lieu d'avoir 3 ou 4 clients par année, les prostituées en avaient 3 ou 4 par jour, donc potentiellement 1 millier par année. Donc là, ça a créé des conditions qui étaient vraiment très favorables à l'amplification sexuelle maintenant du VIH. Et il y a un chapitre dans le livre qui explique aussi comment, suite aux difficultés qu'a connues le Congo nouvellement indépendant, très rapidement, tous les assistants techniques belges, donc les médecins, les professeurs, les agronomes, sont tous partis très rapidement pour rentrer en Belgique. Mais il n'y a pas un moment avant ça où les médecins locaux, soit blancs ou congolais ou zaïrois, commencent à s'interroger sur cette maladie qui affecte peu de gens, mais de façon très, très originale? Et en fait, ils n'avaient pas vraiment les moyens de reconnaître l'émergence de cette nouvelle maladie pour 2 raisons. D'abord, dans les hôpitaux là-bas, même dans les hôpitaux qui étaient situés dans les grandes villes, les moyens diagnostiques étaient extrêmement limités au point de vue laboratoire, au point de vue radiologie, tout ça. Donc, il y avait des dizaines, même des centaines de maladies, des maladies qui étaient déjà connues, là, qui étaient décrites dans les livres. Il y avait des centaines de maladies qui n'étaient pas capables de diagnostiquer. D'accord. C'était une parmi d'autres. Donc, alors, quand quelqu'un se présentait avec de la fièvre qui durait pendant longtemps, puis une perte de poids épouvantable, puis peut-être une diarrhée chronique, puis bon, puis le patient mourait, dans le fond, du sida, on se disait, bon, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être une tuberculose disséminée qu'on n'a pas réussi à diagnostiquer, ça pourrait être telle ou telle maladie. Donc, il y avait disons, ils n'avaient pas les moyens techniques pour reconnaître l'émergence d'une nouvelle maladie. Le deuxième problème aussi, c'est qu'en Afrique, l'infection qu'on appelle opportuniste, l'infection qui est déclenchée par le sida, qui est de loin la plus fréquente, c'est la tuberculose. Alors... une maladie en cachait une autre. Une maladie en cachait une autre. Et la tuberculose, depuis déjà un certain temps en Afrique, indépendamment du VIH, elle était assez fréquente.
Et donc, dans les années 50, en fait, à Léopoldville, entre autres, il y a eu une augmentation très importante du nombre de cas de tuberculose. Mais il y avait en même temps beaucoup plus d'efforts qui avaient été faits par les médecins, par le système de santé pour diagnostiquer et traiter des cas de tuberculose. Donc, on a attribué l'augmentation du nombre de cas aux efforts diagnostiques et à la disponibilité des traitements. Mais en rétrospective, c'est possible que c'était déjà en partie le VIH qui contribuait à l'augmentation de la tuberculose. Alors, années 60, années 70, le virus sort du continent. Comment? C'est ça. Alors donc, dans la foulée des événements de la décolonisation du Congo, donc les Nations unies, puis éventuellement plus tard le gouvernement congolais, ils font appel à environ 4500 coopérants haïtiens. Donc, ces gens-là ont été recrutés, c'était des candidats intéressants, ils ont été recrutés surtout pour travailler dans le réseau de l'enseignement. Et donc, ils étaient, évidemment, ils étaient noirs, donc ils s'intégraient relativement bien dans la société là-bas, à une époque où il y avait quand même des tensions raciales assez importantes entre les Africains et les Européens. Ils étaient francophones, puis ils avaient en général une bonne formation. Donc, il y en avait partout, dans les écoles secondaires, puis même au niveau universitaire au Congo à l'époque. Et sur les 4500, qui passaient en général quelques années au Congo, il y en a un qui s'est infecté. Seulement un qui s'est infecté. Et on connaît son nom? Non, on ne saura jamais. On ne saura jamais? On ne saura jamais, mais il s'est infecté avec un sous-type de VIH qui est quand même assez rare au Congo. Alors, c'est pour ça qu'on est pas mal certain qu'il y en a seulement un qui s'est infecté avec ça. Il l'a ramené en Haïti. On ne sait pas comment? Sexuellement? Vraisemblablement sexuellement, le plus probable. Et bon, il y a des techniques de biologie moléculaire là, qui nous permettent de conclure que le virus a été importé en Haïti aux environs des années 1966-67. Alors là, il y a eu de la transmission, probablement au tout début, un peu de transmission sexuelle en Haïti. Et dans mon livre, il y a un chapitre qui explique, et ça c'est une preuve qui est relativement circonstancielle, je dois dire, mais il y a eu probablement aussi une amplification très grande du virus à travers le commerce du sang, en fait, du plasma. Donc, les gens qui vendent leur sang pour avoir des sous. C'est ça, exactement. Donc, il y a un investisseur américain qui s'est associé avec un Haïtien qui s'appelait Lochner Cambronne, qui était, entre autres, le chef des Tontons Macoutes. Ah oui. Alors... donc, les Tontons Macoutes, c'est les milices de Duvalier, de Duvalier père, ensuite de Duvalier fils. Et alors, le but de ça, c'était d'avoir du plasma. Donc, le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et ça, c'était ensuite exporté d'Haïti. C'était vendu aux États-Unis à des grandes sociétés qui utilisaient ça après ça pour fabriquer soit des immunoglobulines ou les facteurs de coagulation pour les hémophiles. Et le virus résistait, parce qu'on peut penser qu'en Haïti, le contrôle de qualité n'était pas très fort, mais aux États-Unis, on peut penser que oui. Et le virus résistait à la détection de ces contrôles de qualité? À ce moment-là, le virus n'était pas connu, donc il n'y avait pas de tests qui étaient faits sur ces milliers et milliers de litres de plasma qui étaient exportés vers les États-Unis. Mais en fait, le rôle de ça, a été surtout, à mon avis, la transmission entre les gens qui allaient vendre du plasma. Parce que le plasma, en fait, on doit prendre votre sang, du sang total, comme quand vous allez donner du sang à la Croix-Rouge. Ça passe dans une machine. On sépare la partie liquide des cellules, puis on vous redonne les cellules, donc vos globules rouges, OK, pour que vous soyez capable de revenir la semaine suivante. D'accord. OK? Et alors, il suffisait que dans tout le circuit entre le patient, la machine, puis éventuellement ce qu'on lui redonnait, il suffisait qu'il y ait un bris ou simplement pour sauver quelques sous, qu'on décide de réutiliser, mettons, certaines tubulures qui, normalement, étaient à usage unique. Et en fait, sur une période de 2 ans, il y a à peu près 5000 personnes à Port-au-Prince qui allaient là chaque semaine. Ils vendaient leur sang pour 3 $. C'était exporté aux États-Unis où c'était revendu pour à peu près 35 $.
Donc, à mon avis, il y a eu comme une amplification importante du nombre de personnes infectées par le VIH en Haïti. Et l'exportation vers les États-Unis, soit que c'était par le plasma, dont on vient de parler, mais également dans les années 70, Haïti est devenu une destination très populaire pour le tourisme sexuel, en fait, surtout des Américains gays. Et ils allaient là pour une semaine ou deux. Et évidemment, ils se payaient du bon temps avec des prostituées haïtiens masculins. Alors, on a beaucoup parlé à l'époque du patient 0. Alors, on devrait dire le patient 1, parce que, bon, et on avait dit, ben, c'est probablement comment on appelle, un steward, un agent de bord d'une Québécois, montréalais, d'une compagnie aérienne américaine qui faisait la navette et qui était très actif sexuellement et qui aurait amené ou disséminé le virus à New York dans les milieux homosexuels. Est-ce que cette thèse est encore valide? Bien, c'est certainement pas le patient 0, parce que dans le fond, on voit dans mon livre que ça faisait déjà 60 ans que le virus se disséminait, d'abord en Afrique centrale, ensuite dans le reste de l'Afrique, et ainsi de suite. Donc, lui, il est arrivé relativement tardivement, dans le fond, dans ça. Pour la dissémination d'Haïti vers les communautés gays du nord-est américain. Apparemment que cette personne-là serait même allée en vacances en Haïti, mais évidemment, j'ai pas de façon d'en être certain. Ce personnage-là, en fait, donc c'était un très beau garçon et il était agent de bord, je crois, pour Air Canada. Donc, il voyageait à travers les États-Unis. Et quand le sida a été reconnu aux États-Unis là, en 81-82, parmi les 100 ou les 200 premiers patients avec un diagnostic de sida, il y en avait une proportion assez importante, peut-être 25 ou 30 qui avaient eu des relations sexuelles avec cette personne-là. Donc, c'est possible qu'il ait contribué dans une certaine mesure à la dissémination du virus, mais bon, sur une échelle, évidemment, qui est beaucoup moins importante que ce qui avait été, ce que vous pouvez retrouver sur les sites Internet qui sont consacrés à ça. Et en fait, dans le livre, un très bon livre d'ailleurs sur les débuts du sida aux États-Unis qui s'appelle « And the Band Played On », qui a été écrit par un journaliste gay de San Francisco. Et c'est lui, dans le fond, qui a révélé le nom de cette personne-là. Donc, je pense quand même que le rôle de ce monsieur a été quand même très exagéré. Et ce qui est absolument regrettable, c'est que son nom, en fait, était dans le livre. Alors, on imagine que pour sa famille ici, ça a dû être assez difficile. Mais est-ce que, donc, il y a la dissémination qui s'est faite par le plasma haïtien exporté aux États-Unis qui là, a infecté des Américains? Ça, je n'en suis pas certain parce que j'ai essayé, en fait, de retrouver qu'est-ce qui a été fait avec le plasma. Donc, j'ai écrit à la Food and Drug Administration et j'ai pas réussi, en fait. Et ça dépend si c'était utilisé pour des facteurs de coagulation, donc ce que les hémophiles devaient utiliser, alors oui, certainement, parce que le processus de fabrication des facteurs de coagulation ne permettait pas d'inactiver les virus qui étaient présents. Si c'était utilisé pour d'autres choses, et par exemple, le plasma pouvait être utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle de l'albumine, pour fabriquer ce qu'on appelle aussi des immunoglobulines. Pour la fabrication de ces dérivés-là, les processus, même dans les années 70, inactivaient les virus. Donc, ça, j'ai pas vraiment de réponse. Donc, c'est une zone grise en ce moment, le passage d'Haïti au nord-est américain. Donc, on a ce patient qui pourrait être responsable de 25 sur 200, mais les autres, 175, d'où viennent-ils? Les autres, bien, il y a eu de la transmission. Éventuellement, ça a été donc introduit aux États-Unis dans la communauté homosexuelle. Et là, il y a eu beaucoup de transmission par d'autres personnes homosexuelles. Par d'autres gays qui allaient faire des vacances sexuelles en Haïti. Donc, il doit y avoir plusieurs points d'entrée. C'est ça. Et ensuite, la dissémination à l'intérieur des milieux gays, transfert vers les héroïnomanes et là, l'ajout du sang contaminé. C'est ça, exactement. Alors, il y a certainement que si ce n'est pas au moment de l'exportation du plasma haïtien, plus tard, il y a certainement eu
le commerce du sang et du plasma qui s'est continué pendant plusieurs années. Et c'est assez intéressant parce que le plus grand courtier international de plasma, c'était une compagnie ici à Montréal. Et il y en avait en Suisse, il y en avait dans une couple d'autres pays. Mais ces gens-là achetaient du plasma à différents endroits, puis le redistribuaient à travers le monde. C'est sûr qu'à un moment donné, dans l'épidémie, le VIH est entré justement dans le bassin de donneurs de sang. Puis là, à travers ce commerce qui était extraordinaire, il y a eu aussi de la dissémination. Et les hémophiles, dans bien des pays, c'est toute une génération d'hémophiles qui sont morts du sida. Là. Donc, il y a quelques années où les courtiers en sang ne savaient pas, mais en fait, une partie du débat, c'est à partir du moment où c'est devenu vraisemblable qu'il faille intervenir, est-ce que tous ont intervenu au bon moment, correctement, y compris en assumant les pertes? Et c'est là que les tribunaux sont intervenus. Oui, bien, alors il y a certains détails sur cette histoire-là qu'on peut retrouver dans le rapport de la commission Crévert. La commission Crévert, c'est la commission le juge Crévert a fait l'enquête sur l'approvisionnement de sang au Canada. On voit qu'il y avait eu effectivement, même avant qu'on connaisse le VIH, ces compagnies-là n'avaient pas un très grand respect pour la santé des éventuels récipiendaires. Et mettons, au niveau de l'hépatite, ils avaient laissé en circulation des unités de sang, des unités de plasma qu'on savait qui avaient été obtenues chez des prisonniers américains qui avaient été infectés par le virus de l'hépatite B. Et dans le recours collectif que les hémophiles canadiens ont intenté, qui s'est réglé par un règlement hors cours il y a déjà plusieurs années, dans disons, les défendants, les parties qui ont été condamnées à payer une certaine compensation, il y avait notamment cette compagnie qui faisait le commerce de plasma. Je ne sais pas quel montant ou quelle partie du dédommagement ils ont écopé. Alors, donc, c'est un travail d'enquête que vous avez fait. Vous avez été l'inspecteur Colombo du sida, le Woodward et Bernstein des origines du sida. Vous avez compulsé des archives de missionnaires belges et francophones. Bon. Et c'est une histoire extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça change aujourd'hui de savoir ce que vous avez révélé pour la prévention ou le traitement du sida? Honnêtement, j'aimerais beaucoup être capable de vous répondre que de comprendre le passé va avoir un impact sur l'avenir en ce qui concerne la transmission du VIH, mais je crois que ce serait peut-être un peu exagéré. Moi, je pense que les raisons de s'intéresser à ça, d'abord, c'est qu'il y a 32-33 millions de personnes qui en sont mortes. Donc, juste comprendre ce qui s'est passé. Je pense que c'est intéressant, puis il y a peut-être une certaine obligation morale vis-à-vis de toutes ces victimes-là, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, je pense que si on essaie de voir quelles sont les leçons qui peuvent être utiles pour l'avenir, des leçons peut-être plus générales que quelque chose qui s'appliquerait là, spécifiquement à la lutte contre le sida, bien, d'une part, ça montre comment notre Terre est devenue un village global et comment, dans le fond, des problèmes de santé de pays du Sud, éventuellement, ça devient des problèmes de santé du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Et donc, je crois que ça justifie l'effort qui a été fait ces dernières années par les pays développés pour donner plus de ressources pour la lutte contre les problèmes de santé, en particulier les maladies infectieuses dans les pays du Sud. On ne peut plus vivre en isolement comme on l'a fait pendant longtemps. L'autre leçon, à mon avis, c'est que toute cette histoire-là nous montre comment, quand des médecins, dans ce cas-ci, ou des scientifiques, manipulent la nature avec une compréhension imparfaite de ce qu'ils font, et même s'ils ont des intentions très nobles, il peut y avoir des conséquences imprévisibles et tout à fait désastreuses sur le long terme. À mon avis, pour la médecine, pour la science en général, il y a là-dedans une leçon un peu de prudence et d'humilité. Puis j'espère, moi, que
que la publication puis la dissémination de mon livre va peut-être contribuer à alimenter ce débat-là. Excellent. Jacques Pépin, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci aussi pour tout ce que vous faites en Afrique pour les gens qui sont victimes d'infections. Pour terminer, vous avez pensé nous suggérer une musique congolaise, laquelle? Oui, alors moi je voulais vous parler d'un musicien congolais qui était certainement le plus grand de tous les musiciens de ce grand pays qui est reconnu en Afrique pour sa production musicale. Alors il s'appelait Franco. Franco, c'était son surnom. En fait, son vrai nom, c'était François Luambo Makiadi. Et lui, il a fait toute une carrière. Et au Congo, il était reconnu non seulement pour la qualité de sa musique, alors ses chansons, ses mélodies. Il y avait vraiment un grand talent de ce côté-là, mais également pour ses textes, qui malheureusement sont en lingala, mais qui décrivaient d'une façon assez intéressante certains aspects de la vie des Congolais, certains phénomènes sociaux là-bas. Et il est parti trop tôt parce que... Il est parti trop tôt. Il est décédé du sida en 1989. Et quelques années avant sa mort, donc, il a fait une chanson qui s'appelait « Attention, Nassida » et qui était une chanson, dans le fond, qui visait l'éducation populaire, surtout l'éducation des jeunes pour les amener à être plus prudents, à essayer de diminuer les risques de sida. Docteur Pépin, je rappelle le titre de votre livre, « The Origins of AIDS ». On attend la version française pour bientôt. Et on écoute, grâce à vous, encore bravo pour votre prix, on écoute grâce à vous Franco qui chante « Attention, Nassida ». Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et nous allons nous projeter dans l'avenir de l'homme, dans l'avenir des sciences et dans l'avenir combiné des deux, avec notre invité Gilles Bibeau. Merci beaucoup d'être là, Gilles. Merci, c'est un plaisir. Gilles, vous êtes professeur d'anthropologie ici à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste de l'anthropologie médicale. Vous avez publié, entre autres, Le Québec transgénique aux éditions du Boréal. Vous avez prononcé ces derniers jours une conférence aux Belles Soirées qui essaie de ramasser votre pensée récente. Évidemment, vous êtes un grand humaniste. Vous avez étudié les sources de l'humanisme, sa transformation, mais comme vous vous intéressez aussi aux questions médicales, à la capacité maintenant que la génétique et la technoscience nous offrent de modifier l'humain dans sa chair, il y a là une question centrale sur que sera l'humain demain. J'ouvre en tirant de vos notes deux citations, une de Jacques Dufresne dans l'Agora. Il dit « Depuis la nuit des temps, les mythes de perfection et d'immortalité ont nourri les rêves les plus fous et les passions les plus destructrices. Aujourd'hui, certains, emportés par l'avidité boulimique de la technoscience et par le cannibalisme du marché, s'apprêtent à incarner ces mythes dans la chair vive, en reproduisant à l'identique du vivant prétendument amélioré. » Ça, c'est Jacques Dufresne. Et vous dites dans votre présentation, « L'humanité est entrée dans un âge post-humain, transhumain, déshumain, anti-humain ou inhumain, selon certains. » Alors, vous nous faites rêver ou vous nous faites peur? Oh non, certainement pas. Rêver d'une part, vigilance de l'autre. Rêver au sens où les avancées scientifiques sur le plan de la connaissance de ce qui fait la vie, donc la biologie moléculaire, les briques même de la vie, connaissance de notre cerveau aussi, grâce à des instruments qui nous permettent d'accéder au travail des liaisons entre les neurones en temps réel. Tout cela, c'est absolument fantastique, mais il faut bien se rendre compte que, et c'est là que la vigilance ou la précaution
s'impose comme position éthique pour un chercheur, c'est que les frontières qui nous séparent de l'objet, donc des outils que nous fabriquons, pensons à l'ordinateur, réplique encore imparfaite de notre cerveau et de sa complexité, mais qui continuera à s'améliorer sans aucun doute, et toutes les formes de technologie intelligente, le iPad en est un exemple, le téléphone intelligent, et il y aura de plus en plus d'outils dans notre univers post-industriel, qui est aussi notre domotique, tout l'environnement sera une extension en quelque sorte de l'ordinateur. Et nous voyons que la frontière entre ce qu'on pourrait appeler le monde des objets, les techniques que nous fabriquons et ce que nous sommes comme humains devient de plus en plus floue et incertaine, et que la conjonction pourrait très bien se faire où le cerveau serait connecté, et nous pourrons le faire, il n'y a aucun doute, à nos objets. Donc, faisons la distinction. Donc, en ce moment, la technologie nous entoure et nous aide à l'extérieur de notre corps et de notre cerveau. En certains cas, la technologie peut commencer à réparer et pourra réparer de plus en plus les cellules souches qui pourront être utilisées pour régénérer ou pour faire repousser des organes. Absolument. Donc, ça, on est dans le mode du curatif qui ne pose pas de grandes questions éthiques. Mais ensuite, comme Jacques Dufresne le dit, on entre dans le champ de la transformation de l'humain. Certains appellent ça la singularité, lorsque, comme vous venez de le dire, on pourrait même ajouter des puces dans notre cerveau pour augmenter notre capacité cognitive. Absolument. C'est-à-dire que les techniques ont toujours été des instruments, disons, extérieurs à l'humain, pour le contrôle de la nature, pour la domination du monde, pour améliorer notre maîtrise des phénomènes extérieurs. Maintenant, c'est comme si la technologie nous prenait pour objet, en quelque sorte, et que, de moyen qu'elle était, il se pourrait très bien que nous devenions une fin. Nous pouvons l'évoquer, cette nouvelle position de manière explicite par rapport au génie génétique. Il est bien sûr que aujourd'hui nous sommes capables de transformer notre profil génétique en intervenant, pas seulement sur l'humain, d'abord sur toutes les formes de vie. Nous le faisons dans la transgenèse du maïs et de toutes les plantes, en quelque sorte. Nous allons le faire aussi pour les animaux et pourquoi pas aussi pour l'humain. Nous savons, sur un plan anthropologique, que chaque fois que les humains inventent un outil, quel que soit le moratoire, quel que soit le système d'interdit, la morale, l'outil finit par être utilisé. Donc, nous n'avons aucune garantie, en quelque sorte, que nous ne serons pas modifiés aussi dans notre génome. Mais en même temps, il faut se réjouir de cette révolution de la génomique, de cette révolution des sciences cognitives, de cette révolution de la numérique, en quelque sorte, informatique, qui se conjuguent ensemble pour former aujourd'hui de plus en plus des technosciences. Ce n'est plus comme autrefois où nous avions un corpus de recherche fondamentale très théorique à l'intérieur d'une discipline, mais continuellement nous sommes préoccupés par les applications de cette discipline. Et dans ce sens-là, nous avons des technosciences d'une très grande puissance et il se pourrait très bien que les frontières deviennent de plus en plus floues. Et c'est pour cela que j'évoque un post-humain ou un transhumain qui est là, à notre porte. Dans un certain nombre de cas, oui, pour améliorer nos capacités de survie. On vient d'évoquer le rôle de ces cellules totipotentes que l'on va prendre au niveau du cordon ombilical, donc dans ce sang qui sera de plus en plus déposé dans des banques où nous aurons en quelque sorte plus tard dans la vie une réserve de régénération. De régénération de tissus, quels que soient en quelque sorte les besoins
que nous aurons. Ça, c'est sur le versant très positif, oui. Mais il y a aussi des versants négatifs, au sens où nous pensons pouvoir parfois améliorer. C'est que l'histoire évolutive de la vie, cette recette pour fabriquer la vie qui n'a pas changé depuis près de 4 milliards d'années que la vie existe, a avancé en créant continuellement de la différenciation, une multiplication d'espèces, des variétés de plus en plus grandes au sein de chacune des espèces, ce qu'on appelle le polymorphisme, donc une différenciation. Et si on crée des super-espèces, il se pourrait très bien que, par exemple, sur les 4 ou 5 000 variétés de riz qu'il y a en Chine, si vous créez une super-espèce, elle va rapidement amoindrir donc, les autres espèces. C'est la même chose pour la pomme de terre, et ainsi de suite. Et si on le faisait pour le blé, pour le moment, ça ne se fait pas. Mais il y a toutes les possibilités techniques de le faire. Donc, quand j'évoque le principe de précaution, c'est dans ce sens-là. Je crois que nous sommes à un moment, nous sommes arrivés à un moment où se pose autrement cette vieille question philosophique de qu'est-ce qui est humain, dans cet effort que nous avons toujours fait pour nous définir par rapport à l'animalité, la base animale, où nous savons que c'est en termes de degrés que ça se passe. On ne sait pas très bien à quel moment s'arrête l'animalité et où commence l'humanité. Il y a une continuité, discontinuité. Et aussi, à l'autre, si l'on peut dire l'autre versant, par rapport à nos objets et nous, où nous sommes ensemble. Et dans ce sens-là, incontestablement, il y a une nouvelle façon de poser la question de la spécificité de l'humain. Une nouvelle raison, parce que, bon, on va commencer... Bon, on l'a dit, les cellules souches permettent de se régénérer. Ça, c'est parfait. C'est comme si on avait une banque de sang. Elle nous appartient. Elle est de nous. Elle est à nous. Maintenant, à partir du moment où on introduit la capacité pour les parents ou pour les ministères de la Défense de modifier le patrimoine génétique ou la composante génétique de l'humain à naître, on dit oui, bon, on va écarter les malformations génétiques. Très bien. On va trier parmi les choix celui qui est meilleur. Il y a déjà un choix parmi les embryons. Et ensuite, on n'est pas tout à fait là, mais on est aux portes de modifier le patrimoine génétique à l'intérieur de l'embryon avant que l'humain arrive. Et là, on est Dieu à ce moment-là. Là, c'est complètement nouveau. Absolument. Et il y a un problème qui se pose aussi, c'est que ces procédures sont extrêmement coûteuses et seulement ceux qui ont les moyens de le faire le feront. Absolument. Il y a l'aspect économique, il y a un aspect, je dirais, philosophique, fondamental, doublé dans l'un ou l'autre cas de préoccupation éthique. Si le projet des parents sur un enfant, d'avoir l'enfant parfait, qui est le désir de tous les parents, mais d'avoir un enfant éventuellement qui sera musicien, c'est comme si on limitait les possibilités d'autonomie à cet enfant. Il y a eu un gros débat en Allemagne, fort intéressant, entre deux philosophes, Jürgen Habermas, L'avenir de la nature humaine, un excellent ouvrage, et Règles pour le parc humain de Peter Sloterdijk, qui précisément portait sur la question de l'autonomie. Lorsqu'il s'agit de choisir entre des embryons et que l'on veut, dans une sélection que l'on ferait, l'enfant qui va correspondre aux désirs des parents, et bien sûr que nous voulons qu'il se modèle à notre image, ou en tout cas à notre désir de ça. Et s'il veut être un grand joueur de hockey et non pas un musicien, vous voyez à quel point... Mais déjà là, si on choisit les embryons que la nature a générés, on choisit parmi ce que la nature a généré. Mais l'étape suivante, c'est de dire on va intervenir dans l'embryon pour lui donner des traits génétiques qui permettront à cet enfant d'avoir un talent musical. Là,
on traite l'humain à venir comme un ordinateur. On lui met un logiciel dans la tête, dans le code génétique. Et là, il y a un problème de est-ce encore un humain? Enfin, c'est toujours un humain, mais là, on l'a traité comme un produit. Bien, la frontière sera toujours très difficile à tracer, incontestablement. Maintenant, l'intervention, depuis que nous connaissons l'ADN, et ça date de plus de 60 ans, donc la double hélice, et depuis que nous avons réussi à décrypter un grand nombre de génomes, dont le génome humain, étant donné que la recette pour fabriquer la vie est la même, il est évident que des gènes peuvent passer du poisson à un animal, à un végétal, à un humain. Ça, nous pouvons aisément, aujourd'hui, faire de la transgénèse. Il n'y a pas de problème. Donc, nous pouvons, évidemment, intervenir de différentes façons sur les gamètes, donc l'ovule et aussi les spermes, et faire en sorte que l'on peut diriger le matériel génétique pour qu'il produise telle et telle configuration, puisqu'en fait, ce programme génétique n'est qu'un ensemble de codes qui permet de créer autre chose qu'on appelle les protéines. C'est un grand système. Maintenant, vous avez ouvert la voie sur un élément essentiel de toute ma réflexion autour de l'humanisme. C'est comment est-ce qu'on doit penser le cerveau, comment doit-on penser les codes génétiques? Est-ce que c'est selon l'analogie de l'ordinateur, donc cette machine la plus puissante que les humains aient réussi à inventer, la plus complexe, ou est-ce qu'il faut la penser autrement? Or, toute l'argumentation que j'ai développée dans Le Québec transgénique et aussi dans beaucoup d'articles, c'est qu'en fait, la vie ne peut se comprendre qu'à partir d'une analogie linguistique. Le génome est fait de 4 lettres. C'est extrêmement simple, qui sont 2 à 2 et torsadées, mais qui se traduisent dans une deuxième langue, un deuxième alphabet à 20 lettres, celui des acides aminés, qui est à la base des protéines. Or, cela se passe dans une cellule. La cellule comprend bien sûr son noyau, où est inscrit donc cet alphabet à 4 lettres dans toute sa complexité, notre profil parfait, entouré d'un cytoplasme avec des mitochondries et bien sûr une enveloppe qui contient tout cela. Alors, nous nous rendons on vous suit, on vous croit sur parole, mais on vous suit. Continuez. Alors, ce qui se passe, c'est que pour écrire à partir de ces 20 lettres, ce qui sera une biographie, ce qui sera une histoire, l'histoire d'une famille, l'histoire d'une personne, l'histoire de tout un groupe humain, nous avons besoin d'un environnement. Un environnement, bien sûr, social, un environnement lié aux conditions de vie, familial, émotionnel aussi. Et nous produisons la biologie, pensée comme une analogie linguistique, devient en quelque sorte, nous conduit à penser nos vies comme des textes que nous écrivons, que les sociétés écrivent aussi. Tandis que si nous nous plaçons dans la perspective de l'analogie informatique, si on voit essentiellement le génome comme une espèce de déterminant, nous aboutissons à une espèce de réductionnisme. C'est beaucoup plus mécanique. Donc, il faut être capable d'entrer... ne peut faire qu'exactement ce qu'on lui dit de faire, alors que la génétique... en fonction du programme... C'est ça. Et peu importe si l'ordinateur est dans un milieu pauvre ou un milieu riche, si les gens l'aiment ou le détestent, il ne changera pas. Voilà. Exactement, vous avez raison. Amputation donc de l'histoire, amputation des particularités du contexte, etc. Donc, et ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense que c'est cet élément-là qui m'apparaît être au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des biologies entre les biologistes eux-mêmes, où les uns sont du côté
de la biologie pensée comme une langue et les autres, la biologie pensée comme un programme. Parce que la langue se développe, se modifie, s'enrichit, s'appauvrit. Et, corrigez-moi si j'ai tort, je pense que récemment, on en est venu à un genre de consensus que l'enfant arrive avec un patrimoine génétique dont certaines parties seront valorisées par son environnement et d'autres non sollicitées par son environnement selon que il y a de la musique autour de lui ou il n'y a pas de musique autour de lui, ou il y a des expériences, etc. Et que donc, c'est le contact entre l'inné et l'acquis. C'est comment l'environnement appelle des parties du code génétique. Absolument. Et alors, dans la science contemporaine, ces vieux débats entre nature, culture et l'inné et l'acquis se reposent de façon absolument fondamentale. Et je dirais que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est de le penser exactement comme le complément à la génétique qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Il ne suffit pas qu'il y ait la présence d'un certain profil génétique pour que se crée tel problème ou qu'il y ait telle protection, il faut encore qu'il puisse s'exprimer. Et comment les gènes s'expriment-ils? Ils s'expriment à partir d'éléments de contexte. Éventuellement, ailleurs situés sur le génome, il y a des caractéristiques qui permettent à ces gènes qui sont là, ce profil, de s'exprimer, ou des caractéristiques de contexte. Alors, quelqu'un qui serait fortement doué, revenons maintenant à la vie quotidienne, fortement doué sur le plan du dispositif génétique pour la musicalité, mais qui ne grandit pas dans un contexte musical, il n'exprimera pas donc ce dispositif, cette potentialité. Ou même si on essaie gauchement de lui imposer l'amour de la musique, il peut décider de réprimer cet aspect de sa personnalité. Absolument. Donc, en un sens, la vie est bien faite parce qu'elle résiste aux tentatives de programmation. Bon, alors il faudrait, pour programmer son futur humain, un musicien, avoir beaucoup, non seulement cette programmation génétique, mais aussi savoir exactement comment, dans son environnement, appeler cette part de codage plutôt qu'une autre. Ce n'est pas si simple, et c'est tant mieux. Ce n'est absolument pas simple, et c'est heureux qu'il en soit ainsi. Elle nous échappera toujours, et c'est pour ça que toutes les lois qui essaient de la ramener à un ensemble de règles fixes sont inadéquates. Et en ce sens-là, je dis que le nouvel humanisme, un humanisme adapté à notre 21e siècle, doit être un humanisme qui va se détacher de l'humanisme moderne. Cet humanisme newtonien, ou de Einstein, ou de tous les grands physiciens, où fondamentalement, on a essayé de penser l'humain comme une partie du monde, mais d'un monde qui était mathématisable, qui était fait de règles, de régularités, de reproduction, et qu'éventuellement, il serait possible de découvrir les lois qui font marcher le psychisme, les lois qui font marcher la société, qui font marcher l'économie, qui font marcher les sciences politiques, et ce serait bien si elles existaient pour des analystes comme vous. Pas sûr que ce serait bien. J'aime mieux la contingence, le hasard, eh bien, justement, la surprise. C'est exactement de ce côté-là qu'il faut aller, et pour pouvoir y arriver, il faut que ce que nous mettons à la base de la réflexion sur l'humain, de la pensée de l'humain et de l'humanisme, un autre humanisme qui ne cherche plus son ancrage dans la physique et dans une compréhension des règles qui font marcher l'univers, mais dans la biologie. Mais une biologie extrêmement complexe, avec toujours les contextes, la prise en considération de ce que je disais, entre alphabet, langue et usage de la langue, écriture de texte. Et si nous avons, si nous sommes capables de développer un humanisme à ancrage biologique, véritablement, et non pas ancrage physique, tout le monde gagnera. Nous gagnerons parce que nous aurons introduit la notion de complexité, nous aurons introduit la notion d'histoire, la notion de transformation, de prise en considération des contextes. Et aussi, nous nous serons libérés des réductionnismes. Ces réductionnismes qui nous font nous intéresser essentiellement, si l'on peut dire, à la partie
application et contrôle de la nature pour une réflexion beaucoup plus fondamentale. C'est dans ce sens-là que je plaide pour le développement d'un humanisme qui irait de l'école primaire jusqu'à l'université. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours été, pas séduit, mais curieux de cette thèse fondée sur cette école que la biologie humaine, c'est un certain nombre de règles qui dit, depuis qu'on a des simulations d'ordinateurs, certains ont développé l'idée que, ben, vous savez, un jour, les ordinateurs pourront faire des simulations aussi complexes que le cerveau humain. Et donc, on peut penser que notre existence ici est une simulation d'ordinateur. Nous sommes tous des bits dans l'ordinateur de quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que nous, mais seulement de 50 ou 60 ans. Et ensuite, là-dessus, quelqu'un a dit, oui, nous devons être dans l'ordinateur d'un adolescent d'un autre univers, puis d'un adolescent pas très futé, ce qui expliquerait toutes les dysfonctions de notre univers. Mais ce que vous dites, finalement, c'est que c'est impossible, puisque la vie humaine, même si on essaie de la programmer, s'échappe de sa programmation et on ne pourra jamais créer un ordinateur qui inventerait le foisonnement et les dysfonctions de la vie telle qu'on la connaît. C'est très intéressant ce que vous dites. Et vous savez que c'est à partir de réflexions fondées dans cette direction, qui est très, très philosophique, que des gens ont pensé, ont réfléchi sur y a-t-il un monde parfait? Vivons-nous dans le monde le plus parfait? Et certains posant le design intelligent ou quelqu'un qui aurait tout programmé à l'avance, on peut lui donner n'importe quel nom. Pour les croyants, on peut l'appeler Dieu, peut l'appeler ce qui vient occuper la case vide en quelque sorte. Mais ce qui m'apparaît beaucoup plus intéressant de regarder pour penser tout ça, c'est que moi je vois l'humain comme dans un effort, et depuis qui s'est détaché, si on peut dire, de l'animalité de manière très progressive sur des millions d'années, c'est un effort d'arrachement, en quelque sorte, à des déterminismes qui voulaient nous enfermer, nous emprisonner, à la fois le déterminisme biologique, y échapper, mieux le contrôler, échapper aussi au déterminisme culturel, et pas seulement au déterminisme naturel, mais au déterminisme culturel, au sens où nous n'inventons pas, chacun pour notre compte personnel, une culture, nous la recevons, nous l'intériorisons, mais ensuite, nous essayons de nous en détacher, de nous en arracher, absolument, et surtout avoir les limites, et particulièrement dans nos mondes de plus en plus contrastés avec la mise en dialogue, en tension de tellement de versions de l'humain, nous nous rendons compte que la culture, la société à laquelle on appartient ne représente qu'une version particulière, donc on s'en arrache, et alors on aboutit à cette chose tout à fait extraordinaire, qui est la notion de liberté. La notion de liberté. Et c'est probablement ce qui définit l'humain. C'est irréductible. On ne peut pas la mettre en équation. Mais d'une liberté qui, malgré tout, est soumise à des déterminismes et qui ne peut devenir liberté que dans la mesure où nous prenons conscience de la puissance de ces déterminismes et que nous sommes capables de les contourner, de les harnacher, d'en limiter l'effet, et à la fois sur le plan, je dirais, de la nature et sur le plan de la culture. Et c'est ça qui nous fait humains. Et jamais on n'arrivera, ni par la philosophie, ni par la biologie, ni par l'anthropologie, ou quelque discipline que ce soit, la psychologie, à identifier de manière précise, avec des caractéristiques défini, reconnaissable, reproduisible. Ce qu'est l'humain. Il est dans cet ensemble de tensions et c'est ça qui est absolument, absolument extraordinaire. Gilles Bibeau, il y a une chose qu'aucun ordinateur n'a encore réussi à faire, du moins pas correctement, c'est de la musique, qui est l'expression musicale de la liberté d'un créateur, de son code génétique, de son environnement, de son inspiration, de ses peines d'amour, de ses élans. Et donc, on va terminer en musique. Qu'est-ce que vous nous proposez?
ce que je vous propose, je veux dire, je suis fasciné par les chemins du baroque. C'est un ensemble de groupes du côté de Strasbourg qui, depuis des années, travaillent à la jonction des musiques, dans la rencontre des musiques du monde, mais au XVIe siècle, plus particulièrement, est-ce que le baroque se développe et il y a un compositeur catalan, petit pays dans un pays très significatif pour nous, et c'est Saval. Et il a plusieurs pièces, entre autres une très très belle pièce sur Christophe Colomb, dans sa rencontre avec les Caraïbes, donc un mélange de musique. Il y en a un autre sur François Xavier. Et là, c'est la rencontre avec le Japon, l'Inde et la Chine. Alors, de la musique de Saval avec l'Académie royale de Barcelone, ce serait magnifique. Ah ben, c'est ce que vous demandez, c'est ce qu'on va avoir, c'est programmé. Gilles Bibeau, merci infiniment pour votre travail, pour l'éclairage que vous donnez sur l'humain et sur la science. Je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie ici à l'Université de Montréal. Vous avez publié Le Québec transgénique chez Boréal, toujours disponible. Et nous écoutons grâce à vous Saval, le baroque et la découverte de nouvelles frontières avec son Christophe Colomb. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou voir les épisodes précédents, ils sont tous disponibles sur le site cerium.ca. Et j'attire votre attention sur le fait que les inscriptions sont ouvertes pour nos écoles internationales d'été. Elles se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Il s'agit d'écoles qui durent 6 jours sur un thème en particulier. Une dizaine de professeurs et d'experts essaient de vous expliquer, de vous éclairer chacune des facettes des problématiques les plus importantes sur la planète aujourd'hui. Alors, les écoles disponibles cette année plutôt, devrais-je dire, la Chine, superpuissance, le printemps arabe, année 2, les crises de l'Europe, le Brésil, prêt au décollage, un diagnostic sur les droits de la personne dans le monde, les réseaux criminels internationaux, les outils du succès de la Scandinavie et les États-Unis à l'heure du choix, bien sûr, du choix présidentiel. Alors, vous pouvez vous inscrire à la semaine, à la journée. Vous pouvez même prendre un laissez-passer qui vous permet de choisir entre les écoles, les conférences qui vous plaisent. Il y a des tarifs pour les gouvernements, les sociétés, les entreprises, mais aussi des tarifs réduits pour les ONG, pour les salariés. Évidemment, les étudiants qui sont intéressés peuvent avoir accès à 3 crédits s'ils font toute leur lecture et tous leurs travaux, bien sûr. Alors, sur cerium.ca, toutes les informations sur ces écoles d'été. Je termine en remerciant l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev, Sylviane Paré et nos amis du Canal Savoir et de Radio Ville-Marie. À la semaine prochaine.